Vous écoutez Passion Frisson. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Frisson, votre podcast dédié à l'étrange et au macabre. Je suis Xara, passionnée de contenu culturel et de divertissement explorant les thèmes de l'horreur, du crime, des phénomènes étranges et des mystères irrésolus. Je suis ravie de vous présenter mes dernières découvertes que je partagerai avec vous à travers des épisodes thématiques chaque mois. Pour cet épisode, je n'ai pas eu le choix de faire appel à deux collaborateurs qui s'y connaissent définitivement beaucoup sur le sujet, Simon et Sabrina, du balado Les monstres dans le placard. Ce balado a maintenant plus de 100 épisodes à son actif et ressasse les différents monstres dans la littérature, ainsi que leur présence et leur influence dans la culture populaire. Ces derniers vous ont aussi préparé une recommandation que j'ai bien hâte d'entendre. Donc, sans surprise, le thème du mois est « Les monstres ». Le mot « monstre » vient du mot « monstrum », qui signifie « anomalie de la nature ». Le mot « monstrum » vient lui-même du verbe « moner », qui signifie « avertir », « faire penser », « rappeler ». Le monstre est donc littéralement un signe qui avertit. Un phénomène anormal que l'on doit interpréter et associer à sa propre existence pour en faire sens. Présents dès l'Antiquité, les monstres sont des figures abstraites et célestes, se présentent comme des avertissements à l'inconnu. Des ouvrages marquants, comme l'Odyssée d'Homère ou la Bible, vont utiliser cette façon de transmettre un message. Près de 300 ans plus tard, Ovide nous amène vers des monstres en chair et en os, souvent géants, souvent un mélange de caractéristiques animales et humaines. Vous avez sûrement souvenir du Minotaure, du Léviathan, des Cyclopes ou même de la fameuse Médusa qui assassinait ses amants avec son regard glacial, changeant les éconduits en statues de pierre. L'époque médiévale, elle aussi, regorge de représentations de créatures grotesques, géantes ou pleines de dents. Les créatures hybrides ont particulièrement la cote, comme les centaures, les griffons, les sirènes, qui représentent symboliquement des croisements impossibles, mais réels. En ces temps-là, on pouvait illustrer avec ces récits les cloisonnements de classes sociales, à ne surtout pas escamoter, et les dérives possibles des comportements antimoraux, comme une leçon pour les plus téméraires. Le passage de la fiction à la réalité était d'autant plus effrayant qu'on ne connaissait pas et on s'inquiétait beaucoup de la différence. Les règles étaient claires et devaient être respectées. Les personnes en pouvoir étaient sans pitié. Tout écart était mal vu. Par exemple, dans l'Antiquité romaine, voir un enfant mal formé, une bête difforme ou même albinos, ou une créature manquant une patte était perçu comme un message divin ou une calamité. Il fallait y lire un présage, bon ou mauvais. Au début des années 1800, la littérature de fiction bat son plein, mais toujours dans l'optique de faire la morale aux citoyens. Les peurs se transforment avec les avancées technologiques. La population est de plus en plus éduquée et se divertit par le théâtre et la lecture. Les créatures imaginaires et plus grandes que nature font référence à cette peur de l'évolution, des angoisses du savant fou et des êtres surnaturels qui défient la mort de façon surnaturelle. On peut penser à Dracula, à Frankenstein, mais aussi à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Cet engouement pour le frisson se poursuivra également avec l'arrivée du cinéma et ne dérougira pas. Au départ, on capitalise sur les classiques et les situations lointaines, exotiques, qui se rapprochent de nous, presque comme un avertissement. Godzilla, King Kong, Nosferatu, et plus tard après la conquête de l'espace, avec Alien, Star Wars, Arrival ou même Rencontre du troisième type, pour parler de la peur du vide, du néant, des incertitudes liées à des créatures qui, eux aussi, vivent, mais dans un tout autre monde. Après l'immensité de la mer, c'est l'immensité de l'espace. De nouveaux horizons s'ouvrent. Le reste du 20e et le 21e siècle seront témoins d'une vraie explosion. Les monstres sont partout. Parfois effrayants, parfois gentils, parfois adorables, parfois effroyables. Ils font partie intégrante de la culture populaire. Que ce soit dans les jeux vidéo, les bandes dessinées, le cinéma d'animation, le cinéma de genre, les romans et même les documentaires, car les monstres ne sont pas que fiction,
Ils sont aussi dans notre quotidien. Certaines personnes peuvent en être qualifiées, et ce, sans exagération. Les interprétations diverses et les remakes foisonnent, laissant l'imagination des réalisateurs et auteurs évoluer au gré des grands courants politiques, des guerres et des dangers de notre ère contemporaine. D'ailleurs, cette notion de danger, cet avertissement, est au cœur de la symbolique du monstre. Remontons dans le temps un petit peu, si vous voulez bien. Pourquoi des monstres? À la base, disons que c'était pour faire passer les messages plus aisément, disons. Les philosophes et raconteurs ont créé ces imageries fantasques pour pouvoir mieux amorcer la conversation et parler de sujets inconfortables avec plus d'aisance. Et ça a fonctionné. Un peu comme avec les fables de La Fontaine ou les contes de Grimm. Ces peurs collectives ont évolué avec le temps, mais sont toujours représentées par les monstres. Saviez-vous que Godzilla représente la peur de l'envahisseur nucléaire? Suite au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, la peur du nucléaire est devenue une véritable obsession funeste. Godzilla, grand, immense, inconnu, imprévisible et surtout ultra destructeur, représentait cette situation par la métaphore du lézard plus grand que nature. Les zombies, eux, représentent notre peur de la solitude, de la mort, de la maladie ou même de la société de consommation à laquelle il est difficile d'échapper. On peut comprendre qu'après une pandémie comme nous venons de traverser dans les dernières années, certains films ont une toute autre connotation. En plus de représenter nos peurs internalisées, les monstres ont aussi une fonction éducative. Et oui, le respect des règles et des bonnes manières peuvent être encouragés par la peur. Avez-vous déjà entendu parler du bonhomme 7 heures? Ils nous permettent aussi de parler de sujets tabous et représentent l'interdit. Si un monstre fait une action répréhensible, on peut en parler. On peut l'explorer en long et en large, ce n'est pas grave. On sait que le monstre finira probablement par subir un triste sort. Surtout dans une société ultra-conservatrice, où la sexualité, la drogue, la violence et même le meurtre peuvent passer plus facilement si on les attribue à un être qui n'est pas humain. Finalement, et c'est surtout pour ça aujourd'hui qu'on en parle encore, c'est parce que les monstres sont divertissants. Et oui, ils contiennent encore des relents de messages cryptiques ou cachés, mais servent à générer quelques frissons, quelques cris ou à alimenter nos cerveaux en images parfaites pour les cauchemars. Représentant toujours nos démons collectifs, on se sert du monstre comme de reflet sociétal pour parler plus subtilement de politiciens, de meurtriers, de violeurs et autres figures criminelles sans les nommer directement. Des films comme Lord of the Flies, ou plus récemment des récits comme The Long Walk de Stephen King qui sort extrêmement bientôt, font ressortir la laideur humaine de façon tellement claire qu'on réalise que le monstre sommeille en chacun de nous et n'attend que d'être éveillé. Alors, j'ai eu envie de vous parler de mon premier vrai film d'horreur que j'ai écouté quand j'étais enfant, avec mes parents qui m'ont permis de rester avec eux devant la télévision en m'expliquant que j'allais peut-être voir des choses très perturbantes, et ce fut le cas. J'aimerais vous parler de The Fly de 1986, donc La Mouche, avec le réalisateur David Cronenberg, qui met en scène Jeff Goldblum et Geena Davis, qui étaient en couple pour de vrai à l'époque du tournage du film. Donc, il s'agit d'un film d'horreur, mais aussi de science-fiction et de drame, chose qui m'a beaucoup touchée. Donc, je vous dirai pas le punch du film, mais je vais vous parler de l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire d'un scientifique un peu fou qui a décidé d'élire domicile dans une maison assez abandonnée à 4 étages, mais l'idéal, en fait, assez d'espace pour se créer un laboratoire. Et c'est quelqu'un qui avait le mal des transports, qui s'est dit, ben tiens, je vais inventer une machine à téléportation pour plus jamais avoir de motion sickness. Ce qu'il a tenté de faire, et ce faisant, en développant sa machine révolutionnaire, il s'est mis à essayer de faire des tests sur des objets, des animaux, avant de finalement décider de lui-même se téléporter. Malheureusement, il y a une mouche qui est entrée dans la cabine avec lui sans qu'il s'en rende compte, puis le téléporteur a fusionné leur ADN.
Donc, peu à peu, on commence à remarquer des changements et le personnage commence à muter. Et ça commence par des petits changements physiques, mais ça se termine à une vraie descente aux enfers parce qu'il va finir par devenir une créature horrible. Donc, bien sûr, vous pouvez imaginer le drame qui survient de ça, de tout ce qui est déclinaison de sa relation amoureuse et de sa vie au quotidien, alors qu'il devient de plus en plus malade et difforme. Mais je ne vous dirai pas tout. Il y a encore tout plein de punch et de scènes traumatisantes, donc je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. C'est vraiment un excellent film. Et au niveau des choses intéressantes que j'ai appris en me replongeant dans ce classique, eh bien, ce grand film est une métaphore pour la maladie, notamment tout ce qui a trait à la détérioration du corps. D'ailleurs, le style principal de Cronenberg s'appelle le body horror, donc on parle vraiment d'un genre où l'horreur est vraiment mis en scène par le biais de la transformation physique, la dégradation du corps, la putréfaction, donc toutes ces choses-là. Et c'est vraiment très réaliste. Ce film-là a d'ailleurs gagné plusieurs prix, dont meilleur effets spéciaux, meilleur maquillage, avec raison. Et Jeff Goldblum a fait non seulement un jeu d'acteur exceptionnel parce qu'il joue un personnage qui est un peu geek, très touchant, un peu justement le gars qui est mal des transports, qui sombre tranquillement dans la folie. Et moi, je suis allée jusqu'à pleurer en regardant ce film-là parce que c'est vraiment très, très touchant à certains moments et très terrifiant aussi. Tout ça peut prendre place dans le même film. Et il a malheureusement dû subir 5 heures de maquillage pour chaque phase de transformation de cette créature qu'il est devenu. Donc, c'est un film qui est gore, qui est tragique. On parle d'une histoire d'amour qui se termine pas très bien parce que, bon, ils resteront pas ensemble. Mais je vous dirai pas tout ce qui se passe autour de ça. Puis au niveau des fun facts, là, on parle de remporter l'Oscar du meilleur maquillage en 1987 officiellement. Et c'est un remake d'un film qui a existé en 1958, mais qui était vraiment plus léger dans son approche. Là, on parle d'un film vraiment plus psychologique. Et vraiment, je vous recommande pas d'écouter ça avec vos enfants, même si mes parents m'ont permis de l'écouter. Parce que il y a des scènes que je n'oublierai jamais. Et clairement, des scènes de cauchemar dont on se passe très bien avant d'aller se coucher, malgré mon amour des grands films d'horreur. Donc voilà pour ce qui est de ma petite synthèse de tout ça. Puis je vous invite à l'écouter, c'est un grand classique. Combien de frissons sur 5, Sabrina? En tant qu'enfant, je dirais 12, mais mettons aujourd'hui avec du recul, je mets je vais mettre un bon 3.8 parce que les films de transformation en tant que tripeuse de cinéma, ça me fait fasciner de wow, c'est donc bien fait, puis je cherche tout le temps à identifier les effets spéciaux. Donc le body horror ne me fait pas peur. Donc le style d'horreur, pas d'humour, là-dedans. J'étais un peu étanche à ça, vu que j'ai fait des effets spéciaux d'horreur dans mon passé de cinéma. Mais, très bon film, puis des bonnes twists. Le monstre. J'ai essayé, en cherchant ma recommandation, de me rapprocher le plus possible du sentiment du monstre. C'est difficile de le retrouver une fois adulte parce que le sentiment du monstre, on le vit surtout, comme disait ma collègue, quand on est enfant. On le vit bien sûr en regardant des films, en se baignant dans des histoires d'horreur. J'aurais pu parler de la fois où j'ai écouté moi aussi un film d'horreur beaucoup trop jeune, Alien, qui m'a marqué jusqu'à ce que j'ai 14 ans. Mais la vérité, c'est que le film lui-même a eu moins d'impact sur moi que toute l'histoire que je me suis fait à la suite de ce film-là. Et donc, j'ai cherché, pour ma recommandation, quelque chose qui me rappelle ce sentiment de se créer une histoire peuplée de monstres et d'être en soi habité par le monstre. Je vous fais une proposition un peu champ gauche, comme j'aime bien les faire, mais s'il y en a à l'écoute qui connaissent ce livre, La Maison des Feuilles, House of Leaves, écrit par Mark Z. Danielewski en 2000,
vous savez exactement de quoi je parle. Alors, La Maison des Feuilles, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un monumental livre de 709 pages qui demande toute votre attention. Non seulement parce que le livre lui-même est colossal, mais parce qu'il se refuse à être catégorisé et à être facilement abordé. Dans ces pages, vous allez le regarder, le feuilleter sans doute lorsque vous allez le trouver. Il est très beau et il en existe des versions spéciales qui viennent préconçues avec des post-it qui contiennent des parties du livre. Car le livre lui-même est plein d'autres processus littéraires. Il y a une BD dans le livre, qui a, comme je l'ai dit, des post-it avec des notes de bas de page. Il y a une quantité incroyable de notes de bas de page. Certaines sont réelles, certaines sont purement fictives. À un moment donné, l'écriture semble vouloir s'échapper du livre. Il y a quelque chose dans ce livre-là d'absolument terrifiant juste dans l'approche de la littérature. Mais, de quoi ça parle? Alors, ici, même si je voulais divulgacher le livre, j'en serais incapable parce que ça part dans des dédales colossaux. Donc, ce que je vous raconte, c'est seulement les 4 premiers chapitres. C'est l'histoire de Johnny Truant, un artiste tatoueur, un peu junkie, un peu mythomane sur des bords, qui sait, pour se sortir de la froideur, trouver un appartement inhabité pour squatter. Dans cet appartement-là, il a trouvé une grande malle remplie de documents composés par un immigrant aveugle du nom de Zampano. Cet immigrant aveugle, devons-nous le rappeler, a compilé des pages et des pages et des pages et des pages de documents à propos d'un document vidéo qui raconte l'histoire d'un photographe de guerre de renom qui a acheté une maison en Virginie et qui a découvert un jour, sans avertissement, une porte menant à ce qui semble être un labyrinthe infini. À partir du moment où Johnny Truant, notre narrateur d'origine, parce que si vous avez compté, il y a 3 degrés de narration là-dedans, il y en aura d'autres par la suite. À partir du moment où Johnny Truant trouve ces feuilles-là et commence à les lire avec avidité, il y voit plusieurs mentions étranges. Entre autres, si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte que la mention du mot « maison » et tous ses dérivés, même les sentiments associés à la maison, sont écrits en bleu. Et à un certain moment, dans le livre, arrive la présence du Minotaure, le gardien du labyrinthe, que tout le monde entend sans trop voir, mais dont on sent la présence s'amplifier. Et celui-là est écrit en rouge à chaque moment où il se présente. Et même certaines fois, on va voir des mots qui n'ont rien à voir avec le Minotaure, mais qui sont tout de même en rouge, nous rappelant que la bête est pas loin. Donc, au moment où Johnny Truant découvre ce document-là, commence à s'en nourrir, le Minotaure ainsi que la maison vont commencer à s'extraire, à remonter les paliers de fiction et commencer à hanter sa vie. Ils vont commencer à habiter son quotidien. Ils vont quelquefois être juste de l'autre côté de sa propre porte. Est-ce que c'est lui qui déraille? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le document qui est en soi maudit ou qui transcende les lois de la physique? Est-ce que Zampano lui-même a écrit de la fiction étant donné qu'il est aveugle et qu'il n'a jamais même pu voir le document vidéo qu'il décrit avec avidité? On ne le sait pas exactement, mais on veut savoir. Et cette envie de savoir, cette obsession, c'est de ça dont parle le livre de La Maison des Feuilles. Où est le monstre là-dedans? Il est d'abord dans le labyrinthe, en la présence du Minotaure. Mais il est aussi dans l'histoire qu'on raconte. L'histoire a plusieurs paliers, elle-même un labyrinthe, qui fait référence à d'autres livres qui tantôt ont existé vraiment dans notre monde et quelquefois n'existent pas non plus. Et fait référence aussi au livre lui-même, qui se présente lui-même comme un monstre. Anecdote, lorsque j'ai lu La Maison des Feuilles, je souffrais de fièvre. Ne faites pas comme moi. Car si vous voulez peupler votre soirée de cauchemar et de dédales sans fin d'un labyrinthe qui se rit de votre capacité à essayer de le parcourir et d'en trouver la fin, eh bien, vous allez trouver chaussure à votre pied si vous lisez ça en plein cauchemar de fièvre. Je lui donne la note de 3 frissons sur 5. Pourquoi? Parce que même si c'est un livre d'une extrême profondeur et d'une richesse incroyable, il demande des efforts
colossaux pour aborder. Certaines fois, l'écriture est tellement ardue que vous serez incapable de le lire jusqu'au complet. Il y a tellement de notes et de références et d'entre-références que ça devient insupportable. Et l'auteur ne s'attend pas à ce que vous le fassiez, parce que c'est fait pour être soi-même, pour que ça soit les murs même du labyrinthe. Alors, je vous le recommande. Quand même, si vous avez le courage de vous y attaquer, car ça va vous laisser, peut-être pas avec la peur, mais du moins avec l'espèce d'impression étrange que quelque chose a remonté le fil du livre et c'est maintenant logé jusque dans votre tête. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup hésité pour choisir mon contenu, mais le film qui me restait en tête, c'était surtout Nosferatu, qui est sorti cette année, dont on a eu la chance de parler hors d'onde une autre fois, Simon et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés. Je pense que on devait parler d'autre chose. Je pense qu'on a parlé pendant 30 minutes de Nosferatu. Le problème avec Nosferatu, c'est que c'est un film qui est trop récent et c'est un film que tous les fans d'horreur ont vu cette année. Donc, pour moi, c'était un film qui ne pouvait pas cadrer dans le cadre du podcast, même si je vous le recommande. En titre de spin-off, j'ai plutôt opté pour vous parler du film The Last Voyage of Demeter, qui est un long-métrage de 2023 réalisé par André Øvredal, qui a également réalisé les très appréciés Autopsy of Jane Doe, dont Kim nous a parlé dans l'épisode d'Halloween de l'année dernière, ainsi que Scary Stories to Tell in the Dark. Le scénario est signé par Bragi F. Schutt Jr. et Zach Olkiewicz. Øvredal, par ses ouvrages, démontre un attrait particulier pour la mort, les quasi-morts et les transformations post-mortem. Dans son plus récent film, il réussit à transformer un chapitre de Dracula de Bram Stoker en film de près de 2 heures, en imageant et extrapolant le journal de bord du capitaine du navire Déméter qui transporte le comte Dracula de la Bulgarie à Londres. Comme le roman, The Last Voyage of Demeter se déroule en 1897, soit à la fin du 19e siècle. L'esthétique et l'ambiance reflètent cette époque où le transport par bateau était chose commune et où la vie d'un marin n'était pas nécessairement enviée, sauf par les loups solitaires qui la vivaient et qui n'auraient pas choisi autrement. Le film débute sur un navire échoué au milieu des vagues et des rochers. Aucun survivant. Qu'un journal détaillant le dernier voyage du maintenant funeste vaisseau. C'est ainsi que nous nous retrouvons quelques semaines en arrière dans un port marchand de Varna, en Bulgarie. Mr. Clemens, médecin au passé incertain, se fait embaucher sur les quais et rejoint l'équipage du Déméter, un navire marchand en bois de type galion. Ce dernier est mené par le capitaine Elliot, qui amorce son dernier voyage accompagné de son petit-fils Toby, ainsi que de son officier Wojciech et de plusieurs marins d'expérience. Leur mission, livrer une mystérieuse cargaison identifiée par un sceau de dragon à l'abbaye de Carfax à Londres. Le voyage doit durer 30 jours. Les premiers temps du voyage se passent rondement. Les marins sont joviaux, les gens font connaissance. Ça boit, ça chante et ça parle de demoiselles. Mais dès le 6e jour, les événements inquiétants apparaissent. Les caisses portant le symbole étrange suintent une substance terreuse. Des coups sont entendus la nuit. L'équipage découvre aussi une passagère clandestine, Anna, une jeune femme anémique et à peine vivante qui semble avoir été enfermée dans l'une des caisses. Le docteur Clemens insiste pour la soigner, contre les avertissements de l'équipage qui voit une malédiction dans le fait d'avoir une femme à bord. Cette dernière avertit l'équipage d'un présage bien plus sombre que sa propre présence. La cargaison contient un mal bien plus grand qu'elle, Dracula, un monstre suceur de sang qui hante son village depuis des centaines d'années. Dès lors, chaque nuit, la créature vampirique sème la terreur, multipliant les apparitions et les attaques sur l'équipage de façon plus violente à chaque fois. Malgré les efforts du capitaine Elliot pour maintenir l'ordre et protéger ses hommes et son petit-fils, le Déméter sombre dans la panique et le désespoir à mesure que les marins se font emporter. L'histoire se déploie ainsi, comme un huis clos, marin, gothique, où un équipage condamné lutte vainement contre une créature ancestrale qui n'a que sa soif inépuisable comme motivation. Et au fil des jours,
le Déméter dérive, condamné à rejoindre les côtes anglaises comme un navire fantôme, porteur de la terreur. Tout au long, une ambiance étouffante, claustrophobique et sombre. Un navire grinçant qui traverse la mer en pleine tempête. Des cris décharnés, des morts, une cale humide et dont on ne peut s'échapper. Franchement horrifiant. J'ai beaucoup aimé l'idée de prendre un fragment assez anodin d'un classique de l'horreur et d'en développer toute une histoire autour. Ovredal et son équipe sont arrivés à extrapoler ce qui a pu réellement se passer en y impliquant des personnages que l'on prend le temps de présenter et de façonner, ce qui donne vie à ce petit arc narratif. Je vais être franche, les films de monstres ne sont généralement pas ceux qui m'attirent le plus. Alors quitte à en regarder et à être en vacances, autant miser sur des œuvres divertissantes et bien ficelées. C'est exactement ce que propose The Last Voyage of Demeter, un film spectaculaire, très hollywoodien, qui rappelle parfois l'ambiance de certaines scènes de Pirates des Caraïbes, La malédiction de la Perle Noire. On sent qu'un budget important a été mobilisé, parfois au détriment d'un travail plus artisanal sur les décors, les costumes ou encore les maquillages. C'est un peu dommage car dans l'horreur, j'apprécie particulièrement les effets à l'ancienne, que je trouve souvent plus convaincants. Ce serait d'ailleurs mon principal bémol. À cela s'ajoutent quelques clichés qui annoncent parfois trop clairement la suite des événements et réduisant un peu le suspense. Outre quelques personnages de marins peu développés, on peut noter que Clemens a été bien écrit. Il ajoute une touche de modernité et indique les tendances changeantes à l'approche du 20e siècle qui, on le sait, bouleversera les connaissances en termes de sciences médicales et scientifiques. Ce dernier reflète ce que les marins redoutent, la nouveauté, l'innovation. Cet homme a la chance de pouvoir réaliser ses rêves. Pour ce qui est du monstre en tant que tel, le fameux Dracula, on a droit à une version très animale, très primitive. Un hybride entre Gollum et le Nosferatu original. Des grandes dents, des oreilles pointues, une peau grise et poisseuse. Cela dit, le film réussit tout de même à jouer avec plusieurs codes classiques du cinéma d'horreur, ce qui lui apporte un intérêt supplémentaire et évite qu'il ne se réduise qu'à un simple thriller surnaturel. Certaines scènes marquent vraiment, grâce à une composition visuelle soignée et originale. Les morts sont glauques à souhait. Ils rappellent même l'esthétique que l'on retrouve dans The Autopsy of Jane Doe. Les yeux voilés, les peaux en décomposition, les effets de surprise bien dosés. On peut ajouter aussi que certains silences sont bien placés pour accentuer l'effet de surprise. Et on a le droit à un long métrage qui est d'une qualité intéressante. Pour ce film qui m'a bien diverti, différent dans son contexte marin et mettant en scène un monstre classique mais revampé, jeu de mots, je donne un 3.4 frisson sur 5. D'ailleurs, c'est assez étonnant de reprendre une scène de Dracula et d'en faire un film complet. Mais c'est une partie importante quand même de l'histoire de Dracula, le bout avec dans le fond, qui voyage sur un bateau, là, je veux dire, c'est vraiment une bonne idée de mettre ça. Je trouve que juste l'idée méritait une écoute. Mais j'aime l'aspect que t'as amené que sur le bateau, il y a des personnages qui sont plus modernes puis qui sont à l'entrée de la modernité. Parce que le vampire représentait aussi ça. C'était aussi des idées arriérées qu'on considérait à l'époque, paysannes, campagnardes, qui n'étaient pas civilisées, mais qui revenaient sans cesse, on n'était pas capable d'éteindre. Il y a un ancien monde qui essaie de renaître dans le nouveau, tu sais. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans. C'est sûr que ce film-là contient pas beaucoup de symbolique. C'est vraiment un film très hollywoodien. Là. On se disait ça tantôt avec mon copain. Là. Mais le concept est intéressant. La narration du film, c'est vraiment les peut-être, je sais pas, je l'ai pas le livre là, de Bram Stoker devant moi, là, mais il doit avoir peut-être, je sais pas, une dizaine de pages, là, ce chapitre. Là. C'est pas extrêmement long, mais la narration, je pense que c'est exactement les lignes. Fait que des fois, c'est sûr que ça annonce ce qu'on va voir ou ça souligne ce qu'on va voir, mais ça reste que c'est très léger. Fait que tu te rends bien compte que ils n'ont pas pris grand-chose pour faire ça. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. Fait que ça a été extrapolé. Mais mettre en scène un huis clos, c'est dur aussi. Oui. Moi, je suis une grande fan du peu de films qui existent à huis clos. Exemple, dernièrement, Tarantino, dernièrement, ça fait plusieurs années, mais The Hateful Eight, j'ai vraiment beaucoup aimé la restriction d'être dans le même espace, là. Oui, puis en fait, il y a quelque chose de très... quand justement, en intro, je parlais un peu des
des monstres, tu sais, tout ce qui est marin, tu sais, dans le fond, c'était peut-être très dans l'époque où les gens se transportaient par bateau, ben, tu sais, l'immensité de la mer en tant que telle, l'imprévisibilité, tu sais, les gens comprenaient pas trop la nature, les forces de la nature, puis la mer en tant que telle était un monstre, là, tu sais. Donc, déjà, c'est drôle, un film de vampire sur un bateau, il y a comme différents niveaux, là, d'horreur là-dedans, là, tu sais. Oui, le monstre en tant que tel, mais tu sais, souvent, dans les films marins, tu sais, souvent, c'est la folie, là, l'espèce de... Tu sais, les gens deviennent un peu fous, là, la claustrophobie, le fait d'être isolé, le fait de... Tu sais, puis évidemment, la malnutrition, etc., fait que les gens délirent, comme le phare. Fait que, tu sais, tout ça fait que il y a plusieurs clins d'œil intéressants à l'horreur, aux monstres, je trouvais, que ce soit symboliquement ou... même si... Je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de symbolique dans ce film-là. Tout est très visuellement là. On n'est pas dans la subtilité. On ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. On te montre. Non, puis tu sais, je pense que c'est une bonne c'est le genre de film que c'est une bonne introduction pour peut-être un ado là, tu sais, qui débute là avec les films d'horreur. Tu sais, il y a des scènes quand même marquantes là. Tu sais, il y a certaines morts qui sont filmées. C'est assez violent, là, puis ça peut surprendre, mais autrement que ça, tu sais, c'est un hybride intéressant entre film d'horreur puis film d'action sur un bateau, là. Ben moi, avec la forme du film, je serais déjà, ça m'intéresserait parce que c'est un huis clos. Mais en même temps, je comprends que c'est peut-être pas, on réinvente pas la roue non plus dans la scénarisation puis la présentation. Non, un bon divertissement. Un bon divertissement. Tu sais, le personnage de Mr. Clemens, c'est un médecin noir. Fait que, tu sais, déjà, pour commencer, on voit bien que je pense pas que dans le livre, c'était spécifiquement dit, là, que, tu sais, je suis pas sûre qu'il était là, puis je suis pas sûre que c'était écrit qu'il était noir, OK? Mais, tu sais, c'est un ajout personnel des scénaristes. Ouais, mais comme j'ai dit, c'est un point de vue, c'est un ajout intéressant pour représenter la modernité versus les choses qui sont anciennes et obscures, tu sais. Oui, puis il y a, tu sais, en fait, là, c'est le monde des marins. À plusieurs moments dans le film, tu vois qu'ils sont dérangés par des choses nouvelles. Premièrement, une des premières scènes, ils sont dans le bateau, puis le petit-fils Toby dit que son grand-père déteste les nouveaux bateaux à vapeur parce que c'est pas comme un bon vieux bateau, en bois. C'est des bateaux de woke, les bateaux à vapeur. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. On les aime pas, ceux-là. Après ça, il y a toute la notion il y a une femme à bord. Une femme, ça n'a pas sa place sur un bateau, ça choque vraiment l'équipage, puis sont à veille de la lancer par-dessus bord. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes portaient malheur sur les bateaux à l'époque? Non, je sais pas. Parce que ça créait de la discorde, parce qu'il y avait peut-être une femme pour 100 marins. C'est juste pour ça. Ça fait beaucoup de sens. Puis les autres sont là, c'est une malédiction. La malédiction, c'est parce que les marins se battent pour la femme, là, généralement. C'est ça. Puis il y a de la boisson souvent, puis beaucoup d'hormones en jeu. Mais tu sais, tu vois, finalement, c'est pas du tout... Tu sais, des fois, dans les films d'horreur ou dans les films hollywoodiens, on va avoir... La femme, ça va être comme le token femme, puis là, genre, on va la sexualiser, puis tout ça. Ben, là, on n'est pas tombé là-dedans, fait que c'était quand même intéressant à soulever qu'elle est restée, dans le fond, un personnage quand même important, parce que c'est la seule, je pense que c'est la seule, en tout cas, qui avait de l'information plus peut-être poussée sur le monstre, vu qu'elle venait de cette région-là. Fait que, tu sais, elle est devenue un personnage plutôt central dans le film, puis... Il n'y a pas d'autres personnages féminins? Parce qu'il y a l'échelle de Berkman. Faut que t'aies 2 femmes qui sont pas dans une cuisine, qui parlent Bechdel. Pas d'hommes. C'est l'échelle de Bechdel. De Bechdel, c'est ça? Ouais. Ah, je connais pas ça. C'est super intéressant, puis il y a peu de films qui passent le test, parce que 3/4 du temps, les femmes parlent dans une cuisine de gars. Tout le temps. Faut qu'il y ait 2 personnages féminins qui parlent ensemble, pas d'un gars. C'est ça l'échelle de Bechdel. Pas dans une cuisine. Ben, je pense que c'est le seul personnage féminin qu'on voit de tout le film. OK. Au complet. Bon. On peut considérer que Dracula est peut-être non-genré. Ah, ben il est plus créature que d'autres choses là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. La catégorie créature. La catégorie autre. La catégorie externe. Oui.
le monstre, justement, l'inclassable. Ouais. Fait que, ben, c'est le seul personnage féminin, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça va mal virer pour elle, mais finalement, bon, c'est ça, elle devient utile. OK. Parce qu'elle a de l'information, donc comparativement à d'autres. Puis le fait, c'est ça, le médecin noir, on en apprend un peu plus sur sa vie à la fin, puis on se rend compte de pourquoi il est là, pourquoi il est en Bulgarie et veut retourner à Londres. Au début, on se pose la question, qu'est-ce qu'il fout là parmi tous les marins à attendre qu'on l'embarque sur le bateau? La question se pose. Mais tu sais, c'est intéressant, il n'y a pas... puis là, encore une fois, c'est un choix. Là. Je me demande si ça aurait été comme ça dans la vraie vie, mais tu sais, il n'y a aucun commentaire durant le film, nécessairement, qui est passé par rapport au fait qu'il est noir. C'est peut-être même une décision de casting de dernière seconde. C'est peut-être même pas dans le scénario. Ça fait longtemps qu'il avait été casté. Dans le fond, le film, il y a plein de... J'ai lu le lore, là, mais tu sais, en fait, le scénariste, ça faisait depuis le film Dracula de 92 qu'il voulait écrire de quoi sur Dracula. Ah ouais? Genre, il est obsédé par Dracula depuis des années. Mais tu sais, il y a eu plusieurs essais, erreurs, allers-retours sur comme qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire différemment. Puis le film aurait pu être fait en 2012, puis finalement, ça n'a pas été ça parce que l'autre scénariste, il n'y avait pas de réalisateur non plus. Puis là, ben ça s'est comme promené. Puis après ça, comme en 2019, ils sont arrivés à avoir il y a un autre gars qui est rentré dans Patente, puis là, ils ont comme refait ça à deux, puis là, c'est André Ovredal a dit « je vais le faire », mais là, il y a eu la COVID, fait qu'il a fallu en 2021 pour commencer le tournage. Là. Ça a été tourné à Berlin, puis fait que c'est ça. Mais je trouve ça bien dans les castings, les choix de casting, que quand les personnages, ça ferait aucune différence, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit une personne de couleur blanche, qui soit asiatique, qui soit noire, peu importe la couleur de peau ou le genre. Si on fait un switch pour un personnage qui aurait d'autres caractéristiques, mais que ça change pas le personnage, je pense que c'est là que c'est bien casté. C'est pas on voulait caster de la diversité, donc voici un personnage qu'on vous met en face avec une diversité, puis c'est comme... C'est là que je peux quand même plugger mon anecdote de Alien à soir. Le personnage de Sigourney Weaver n'a jamais été écrit pour une femme, il a été écrit non-genré. Voilà, j'ai fini. Ah, c'est excellent. Ben c'est vraiment bien. Ben oui, comme le jeu vidéo de Last of Us, c'est un personnage féminin, mais ben oui, c'est ça. Tu me regardes avec des drôles de yeux. Oui, c'est ça. Je pense que je vais mettre un bémol là-dessus, parce que c'est très genré de Last of Us. Ben, en fait, c'est le personnage... Maintenant, le personnage principal qui a une copine, la fille, en fait, ça avait été un gars, ça aurait pas tant changé l'histoire. C'est ça que je veux dire. Ça aurait tout changé. Ah ouais? Tu trouves ça, toi? Attends, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Oui. Ben, je veux dire, c'est pas, hey, on fait une histoire de personnages lesbiens, tu comprends? Non, c'est ça que je veux dire par là, c'est que c'est une caractéristique parmi tant d'autres. C'est pas ce qui définit le personnage en lui-même. J'insisterai pas. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. OK. Je suis pas d'accord. Mais non, mais pourtant, on est là pour jaser. Ton avis est important. Oui. Votre avis est important. On est là pour jaser. Le Last of Us a été d'abord écrit comme un père et sa fille de remplacement. Et ça change tout si ça avait été un petit gars à la place. Ça aurait absolument tout changé. Je comprends ce que tu veux dire. On dit deux aspects différents, je pense. Mais je comprends, dans le deuxième, ça devient Ellie, le personnage principal. Et là, là, ça devient comme, OK, ça devient sa game. Mais je pense que tous ces aspects contribuent au personnage. Je pense que ça a été choisi sciemment. C'est pas... C'est que des fois, je trouve qu'on peut le sentir quand le casting est un peu forcé. Oui, ben c'est ça. C'est là que je suis comme, OK, je comprends ce que vous avez essayé de faire, mais tu sais, je pense que c'est plus... Ben, il faut qu'il y ait quelque chose d'organique un peu dans les choix. Là. Tu vois, je pense pas que c'est si anodin parce que si on revient à la symbolique, que je dis qu'il n'y a pas, ils n'ont pas insisté sur le fait qu'il était noir, mais sur le fait que c'était un érudit puis qu'il n'y avait pas d'affaires sur un bateau. Ah, c'est bon ça, j'aime ça. Parce qu'il attend en ligne pour rentrer sur le bateau, puis tu sais, il demande s'il peut... Tu sais, là, quelqu'un dit, ben t'es habillé comme quelqu'un d'éduqué, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que là, il dit, ben je suis médecin, j'ai étudié à Cambridge, je veux retourner à Londres, je cherche une façon de retourner à Londres, tu sais. Mais puis là, il lui dit, ben qu'est-ce que tu sais, puis là, il trouve ça drôle, fait qu'il fait comme, mais qu'est-ce que t'aurais apporté sur un bateau, tu sais, on n'a pas besoin de quelqu'un d'érudit. Puis là, il dit, ben je connais l'astronomie, je connais tu sais les choses importantes pour je connais la médecine si jamais quelqu'un est malade, je connais tu sais puis là ben ça convainc personne au départ. Fait que tu sais
c'est ça. Ils ont insisté plus sur le fait que c'était un érudit que sur le fait qu'il était noir pour le discréditer. Mais donc, c'est encore l'idée d'une modernité. C'est encore l'idée de quelque chose qui est contemporain, qui n'a pas sa place dans cet univers. C'est la modernité qui n'a pas d'allure dans tout ça. Ben, c'est quand même intéressant. Puis tu sais, c'est comme, on est vraiment à la fin des années 1800. Fait que tu sais, on arrive vers un monde différent, tu sais, l'industrialisation, puis tout ça. Là, fait que tu sais, je pense que dans ce contexte-là, quand le livre a été écrit, c'était très contemporain, là, comme image de... Il y a encore beaucoup de pays qui fonctionnent à l'ancienne, mais tu sais, Londres, c'est l'innovation, là, tu sais, il se passe toutes sortes de choses. C'était le cœur de la révolution industrielle. Mais c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi Dracula était en Roumanie, puis en Transylvanie, puis en Hongrie. On considérait ça comme un coin reculé puis arriéré de l'Europe à l'époque. 100%. Ah ben oui. Puis tu sais, combien de temps la Chine a été un pays du tiers-monde avant d'être industrialisé? Là, ça a été long. Là. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, au début des années 90, là, je veux dire, il y avait des grosses villes, mais je veux dire, c'était ultra agricole encore. C'était, tu sais, c'était considéré comme un pays en train de se développer encore, alors que là, je veux dire, nous surpasse sur plein de choses. Fait que oui, si on recule au début des années, à la fin là, du 19e siècle, c'est quand même effectivement la symbolique de changement, de paradigme, l'industrialisation, ça fait beaucoup de sens là, par rapport à ça. Puis, et la femme sur le bateau, et le médecin noir, et le fait d'aller à Londres, et le fait d'avoir un vieux bateau puis de faire les choses à l'ancienne, tu vois qu'il y a comme un clash dans l'équipage par rapport à ça, mais jamais au fait qu'il est noir. Fait que c'est pour ça que effectivement le casting aurait pu être sur papier, c'est l'érudit qui est le différent. Ben, ça marche, c'est super. Ça marche. Je trouve que ça marche. Ça fonctionne. Mais tu sais, sinon, les autres personnages sont super clichés. Là. C'est des marins, il y a des Irlandais, il y a des Russes, ou genre, tu sais, style de pays de l'Est, là, on sait pas trop. Là, il s'appelle Petrovski, là, genre, on le sait pas. Comme mais ça russe, comme russe générique un peu. C'est ça, là, ça. Ouais, puis il y a un accent, puis il boit, là. Il y avait des clichés quand même. Pas très travaillés. Ouais. Oui, il y avait des clichés quand même, mais c'est pas un personnage qui va durer très longtemps. On s'y attache. C'est souvent ça. Tant que ça, à ce personnage-là. Oui, de toute façon. Mais non, c'est ça. Tu sais, il y a quand même certaines choses qui m'ont quand même surpris, là, puis que j'ai fait « Ah, mais ça reste intéressant comme divertissement. » Même si c'est pas le film de l'année. C'est comme que les films de l'année que j'ai vus récemment, c'est comme trop des gros films pour en parler dans Passion Frisson. Ça sert à rien de recommander ça à des fans d'horreur. Parce que tout le monde les a vus. Ils ont toute la tout le monde les a vus. Non, ça fait à la maison, là. Je fais des blagues. Mais pour les gens qui ont des collectibles, j'en connais plusieurs, là, qui se sont déplacés tôt pour voir le petit cercueil popcorn. Oui, c'était, on va se le dire. Oui. C'était vraiment un bon film. On s'en reparlait tantôt. On est des fans. Le Bill. Skarsgård. Écoute, il faut croire que cette famille de jouer des vampires parce que son grand frère a quand même joué dans True Blood, un des méchants principaux, et c'est un très très bon comédien aussi. En fait, ils sont bons pour jouer des monstres. Cette famille-là, puis c'est pas juste parce que c'est des grands gars norvégiens là, qui font 7 pieds de haut. C'est aussi qu'ils ont un bon jeu d'acteurs, ils ont un charisme magnétique pour de vrai, puis ils l'utilisent pour aller faire des choses qui sont twisted, puis c'est vraiment chouette de les voir là-dedans. Bill qui a joué justement dans It, là, je veux dire, c'est... Oui, il commence à accumuler beaucoup de monstres sous sa ceinture, Bill Skarsgård. Son grand frère, Alexander Skarsgård, il a joué dans Little Big Lies et il fait un homme violent qui malmène Nicole Kidman, et c'est excellent et terrifiant en tant que monstre humain de violence conjugale. Là. Donc, fait par le réalisateur de Crazy. Oui, très très bon. Très bon d'ailleurs. Ah, on va faire une deuxième saison. Paix à son âme. Mais là, on s'en va pas dans l'horreur, on s'en va ailleurs. Excusez. Non, c'est bien correct. Écoute, moi, je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur ce qui t'a mené à lire ce livre-là, Simon. Comment t'es arrivé à tomber là-dessus? C'est un ami commun, Stéphane Chouinard, d'Impro, qui m'a recommandé ce livre-là. Et quand il m'en parlait, ça avait l'air d'un
ça avait pas l'air d'un livre, ça avait l'air d'une espèce de théorie du complot mis en papier. Ouais. Et je l'ai retracé, puis je l'ai trouvé. Puis il m'a dit, c'est complètement pété, cette affaire-là. Et en même temps, entre-temps, je suis allé voir quelques critiques. Et tout le monde dit, ce livre-là m'a glacé le sang. Et j'ai dit, ah ouais, OK. À l'époque, je me rappelais, tu sais, quand j'étais jeune, des fois, des histoires m'avaient fait peur. Mais là, j'avais de la misère à me figurer un livre d'horreur. Je dis, comment ça marche? Mais c'est vrai qu'un bon livre d'horreur, ça te fait imaginer des affaires terrifiantes. Encore faut-il que tu aies l'imagination qui vienne avec. Et la Maison des Feuilles, ça te met à l'épreuve en partant. Parce que tout de suite, quand tu ouvres les premières pages du livre, dans les 2 premières pages, tu vas savoir est-ce que tu as les reins assez solides pour toffer ce livre-là. Parce que c'est écrit, c'est un dictionnaire. C'est extrêmement dense. Et en plus, c'est pas fiable. C'est 3 niveaux de narrateur unreliable, c'est pas fiable. 3 niveaux de narrateur. Ouais. T'es pas sûr si c'est vrai ou pas ce qu'ils écrivent ou si c'est une impression ou si c'est pas comme des faits. Il y en ajoute un autre, il y a un 4e narrateur qui embarque et là tu fais comme OK, on est rendu où d'autres? Puis là, à un moment donné, tu feuillettes le livre, tu te rends compte OK, il y a un paquet d'autres affaires. Et à partir du moment où tu es rendu au moment où le livre disjoncte, le livre devient le labyrinthe à un moment donné, quand tu es rendu là, toi-même, t'es absorbé. Puis là, tu blisses à travers, puis là, tu sais pas comment c'est arrivé, mais il y a 200 pages qui ont passé comme en 20 minutes. J'adore. Tu sais pas d'où sont allées ces 200 pages-là. Tu me donnes envie de le lire parce que moi, c'est le livre préféré de Cédric avec qui on a fait un tabletop il y a pas si longtemps. Puis il m'en parlait. Puis là, j'étais va falloir que je le lise. Puis là, tu me fais le résumé, je suis comme, ben là, il faut encore plus que je le lis. Mais c'est colossal, c'est super difficile à lire. Mais quand tu te plonges dedans, tu le refermes, puis tabarouette, c'est encore avec toi. Puis tu te dis, voyons, comment ça, Oh boy, c'est dangereux pour moi, ça. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis là, tu retournes. Et là, tu te fais pogner par la même affaire que tous les personnages dans le livre se font pogner. Tant le gars qui essaye de savoir, mais y a-tu un bout à ce labyrinthe-là, ou le gars qui essaie de savoir, mais c'est-tu vrai ce que je suis en train de lire, ou l'autre gars qui essaye de savoir, genre, qui va lire ce que j'écris. Et là, ça dans le fond, au bout de ce livre-là, c'est la littérature elle-même qui est le monstre. J'adore les niveaux de genre macro, puis comme, c'est vraiment, pour moi, c'est du génie. C'est fou, mais à un moment donné, par contre, comment faut que tu déposes, parce que t'es comme, hey, là, je suis plus capable, ça n'a pas de bon sens. T'es soufflé? Ouais. Faut prendre des breaks de ces lectures-là, c'est lourd, c'est costaud, là, vraiment. Ouais. Mais ça m'amène à vous parler, parce que tu parlais, puis ça m'a fait penser au jeu Blueprints. Oui. Connaissez-vous le jeu Blueprints? C'est mon jeu de l'année. Parce que moi, j'ai un problème en ce moment avec Blueprints, c'est que, me donnez-vous une petite minute? Donnez-vous une minute. Oui. OK. Je vais aller vous chercher mon carnet de notes. Je vais avoir de quoi à montrer aussi. Pendant qu'elle fait ça, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Blueprint, mettons, pour les gens qui savent Blueprints, Prince bleu. Mais tu as raison de dire que ça s'appelle Blueprints parce que c'était ça au début l'idée. C'est un jeu dans lequel tu es un jeune garçon qui hérite d'une grande maison qui change à chaque jour. Ouh. Et à chaque jour, tu dois essayer de t'en aller jusqu'à... Le but, c'est que tu vas hériter de la maison si tu es capable de trouver la 46e chambre. Ça a été légué par ton oncle. Et si tu tombes sur la 46e chambre, si tu es capable de te rendre, tu vas hériter de la maison. Fait que au début du jeu, tu fais juste ouvrir une porte. À chaque fois que tu ouvres une porte, il te dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis c'est toi qui décides, parmi 3 chambres, c'est quoi qu'il y a de l'autre bord de cette porte-là. Et ensuite, dans l'autre porte, tu veux qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis à un moment donné, ton but, c'est de jamais te peinturer dans un coin, jamais arriver au bout de ce que tu n'es plus capable d'ouvrir des portes et jamais arriver au bout de tes ressources, y compris de tes pas, le nombre de pas que tu peux franchir. Et quand tu arrives finalement à la 46e chambre et tu te dis « je suis gagné », tu te rends compte, non, c'est le début. C'est le début du jeu. Les gens sur Reddit disent que c'est le tutoriel. Ça m'a pris genre 70 heures de jeu. Fait que moi, je me suis acheté un iPad. Bien, bravo. Pour pouvoir prendre des notes sur mon jeu. Oui. Fait que ça, c'est ma map. Oui, ici, avec les notes. Et j'ai
j'ai les noms des gens, j'ai des photos que je Wow. prends dans les pièces. J'ai à peu près 40 pages de notes. Et le problème, c'est que il y a toujours des choses, des découvertes, n'arrête des affaires. jamais. Il y a encore des pièces que j'ai jamais roll. C'est comme, moi, j'ai dit roll parce que c'est comme si tu lançais 3D. Ouais. Tu sais, mettons que tu avais un jeu de société devant toi, tu sais, c'est que tu lances les dés puis t'as trois options. Puis il y a encore des salles que j'ai pas roulées ou que, tu sais, des fois, tu veux résoudre une énigme, faut que tu roules une des salles. Ouais, pas le choix. Mais t'arrives pas à la sortir pendant des jours et des jours de jeu, puis t'es juste comme, hey, sérieux. Hey, où? puis c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'il faut Wow. que je trouve? Puis là, tu t'espères que ça va te donner des réponses. Non, ça te donne plus de questions. Fait que là, tu me parles de ça, puis je me dis, déjà, tu sais, j'ai un... T'as un précédent déjà installé dans le plongé dans une maison Très- qui a pas de bout. Mais je suis très méticuleuse et j'aime comprendre les choses et j'aime savoir et ça m'énerve quand ça reste en suspens. Donc, Je comprends. disons que j'ai facilement l'obsession, là. Comme, je peux devenir vraiment genre, hey. Et là, ben, je suis tombée là-dedans. J'ai arrêté à un moment donné ma game parce que la première partie que tu joues, tu sais pas trop ce que tu fais parce qu'il y a pas d'instruction. Tu commences ta première journée puis c'est je vais où, je fais quoi, je sais pas. Il y a pas de tutoriel. Donc, j'ai un peu fait n'importe quoi. Il y a des options qui sont irréversibles, des choix que tu fais à certains moments. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que je savais pas ce que je faisais. Puis après, j'ai lu une couple d'affaires sur Reddit, puis je disais, OK, je suis confiante, je recommence le jeu au complet. Mais là, je note tout. C'est là que j'ai décidé de Wow. m'acheter la tablette, de noter mes affaires, parce que je voulais être capable de prendre des photos, parce que des fois, tu achètes des livres dans la bibliothèque, puis t'as comme une vingtaine de pages de texte, mais je veux dire, je vais pas recopier tout ça au cas où je manque un indice, en tout cas. Fait que là, bref, ton livre me fait penser à Blueprints, puis là, je me dis, mais je peux pas avoir une autre obsession qui prend autant de place que Blueprints jusqu'à temps que je finisse ça. Mais quand est-ce que je vais finir ça? Peut-être pas. J'écoute, je suis rendu extrêmement loin dans ce jeu-là. Et là, hier, j'ai découvert un autre mystère dont je n'avais jamais entendu parler. Ça n'a aucun sens. Ce jeu-là est vraiment pas pour les personnalités obsessives parce que on n'en revient pas. Moi, des fois, là, je dors la nuit là, et je rêve que je roll puis que j'ouvre des portes. Wow. Genre, Ah ben oui, je comprends, mon Dieu. Mais j'haïs les jeux à choix multiples quand il n'y a pas de fin. Comme, mettons, Heavy Rain, j'ai adoré parce que c'est une enquête policière. Il y a plusieurs choix, mais il y a 3 ou 4 choix. Tu peux refaire le jeu, tu peux... Tu sais, il y a une fin à un moment donné, mais un jeu avec autant de possibilités, autant de jouabilité, à un moment donné, moi, c'est ça, je me perdrais dedans, je crois. Ou je me découragerais. ouais, ben Ouais. c'est dur d'arrêter. Puis là, tu vois, je suis en vacances cette semaine, j'ai pas le Xbox ici, puis c'est tant mieux parce que, tu sais, si j'ai beaucoup de temps, là, je peux passer 8 heures de temps devant ça, puis je vois pas le temps passer. C'est vraiment... mais c'est un casse-tête. Puis après ça, je me suis dit, ça serait tellement nice d'avoir un jeu de table de Blueprints. C'est clair. De genre en gang, là. Ben, tu veux-tu... OK, là, je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent jusque-là. Là, je sais pas si ça va être coupé au montage. Peut-être. Mais tu sais Non. que le gars, parce que c'est un gars qui a fait ce jeu-là, c'est un craqué des énigmes. Il amenait sa team dans un chalet, il se louait un chalet, puis sans que la team le sache, il avait déjà designé dans le chalet un paquet d'énigmes que toute la fin de semaine, c'est « on va résoudre des énigmes ». C'était ça son drill. Je veux un ami comme ça. Je veux un ami de même. J'ai un jeu d'évasion, fait que je peux en parler. Mais J'en oui. connais du monde de même. Yes! Mais oui. Mhm. Hey, j'ai extrêmement hâte d'aller d'ailleurs à ton jeu d'évasion parce que il me manque un seul contenu pour mon épisode activité. Ben là, mon Dieu, oui, avec grand plaisir. Si tu veux le behind the scene des jeux d'évasion ou les jeux d'évasion d'horreur, j'en ai joué énormément aussi, fait que je pourrais t'en parler. Oui. Bravo. Ah oui. C'est très excitant. J'ai très hâte. Quand je viens à Québec, je vais te faire ça. Ben oui, certainement. Yeah! Fait que c'est ça, ton livre me fait penser à Blueprints, donc je sais que je vais aimer ça. C'est sûr que je vais aimer ça. Avec raison, parce que ça ressemble vraiment à ce sentiment-là, avec un extra monstre, avec un extra « je me sens pas bien », puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est juste de l'autre bord de ma porte en ce moment. Ouais, c'est ça. Mhm.
Ah, ben c'est sûr que c'est mon style. Je vais attendre d'avoir calmé mon obsession. Parce que tout finit par passer. J'ai des obsessions comme ça. Mais Blueprints, moi, ça m'a tenu 1 mois, 2 mois. Là. Ça a été long. Là. Ça fait depuis février. Wow! Puis là, je me suis downloadé un autre petit jeu qui est aussi vraiment cute. Je vous le recommande sur le site, là, qui s'appelle Culebra. C'est un petit serpent en os qui est dans les limbes. Puis que, dans le fond, il y a... C'est un jeu, je pense, qui est pour enfants, là, un petit indie game là, pour enfants. Puis le petit serpent, c'est comme une bonne âme, puis il arrive dans des villages où les gens sont pris dans un cycle où ils revivent la même journée, puis il faut qu'ils replacent les choses pour que la vie reprenne son cours. C'est très cute, c'est très le fun. Des fois, quand je suis un peu obsessed avec mon affaire, je joue un peu à ça pour me changer les idées. Ben, c'est bien, ça prend des jeux costauds puis des jeux plus légers. Puis... moi, la mouche, je l'ai vue récemment. C'est vrai? Oui, j'avais jamais vu. Mon beau-père, on le salue, Denis, allô? Mon beau-père, c'est un des films qui l'a le plus marqué dans toute sa vie. Puis il me parlait de ça, puis il me le vendait pas super bien, dans le sens où moi, je me disais, ouais, mais un gars qui se transforme en mouche, ça a absolument pas l'air épeurant, a priori, là. Ouais, quand tu me le dis de même, puis tu sais, effectivement, j'ai vu The Substance avant de voir ça. Oui. Tu sais. Parce que fait que là, j'ai vu un peu l'inspiration, certaines inspirations. J'ai fait comme ok. J'avais pas vraiment tant vu de body horror avant non plus. Juste un film qui s'appelait Contagion, je pense, Contagion virale. Je sais plus, c'était weird. C'était ultra weird ce film-là. Ça me rendait vraiment mal à l'aise, mais ce film-là, La Mouche a beaucoup de scènes qui me rendent très, très mal à l'aise. Je sais exactement desquelles tu parles, là. On les dira pas pour les gens qui l'ont pas vu, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon de jouer dans la tête des gens. Puis c'est beaucoup de métaphores sur la maladie. Il y a même beaucoup de critiques qui prétendent que ce serait un lien direct avec la montée du sida dans les années 80. J'ai lu ça aussi. Le fait de devenir un peu pestiféré aux yeux du reste de la population. Puis le personnage aussi de sa copine est un peu la symbolique de quelqu'un qui vit avec une personne qui a des dépendances, qui est malade et tout ça. C'est quoi l'impuissance derrière, le deuil que tu fais de ton partenaire dans certaines situations où c'est irréversible, la maladie. C'est vraiment, vraiment plein de sens. C'est plein de dimensions que j'aurais jamais captées la première fois que j'ai vu le film, évidemment. Mais quand même, c'est intéressant. Puis je pense que c'est ça qui est dystopique puis qui fait peur du film. C'est plus le côté psychologique à l'arrière qu'on s'imagine. Soit dans la maladie, soit dans la vieillesse. On s'entend que c'est poussé. La dégénérescence, là. Mais tout le monde est en contact avec ça tôt ou tard. Fait que je pense que c'est ça qui fait vraiment peur de ce film-là. Donc, c'est des métaphores que ça représente. Fun fact, j'ai vu The Black Fly, qui est le film original. Je l'ai déjà vu. Et il y a une scène qui fout tout en l'air à la fin de cette première version des années 50-là, qui est où tu vois qu'est-ce qui est arrivé à la mouche. Tu vois, parce que tout le long, il y a le scientifique qui se transforme en mouche, puis à la fin, tu vois la mouche qui est en train de se transformer en scientifique et qui est dans une toile d'araignée et qui crie en humain. Mais c'est tellement weird et ça a tellement mal vieilli que ça rend ça comme drôle. Puis ça annule l'effet du film complètement. Parce que même le vieux film des années 50-60, il y avait un bon concept. Mais celui de Cronenberg a juste décoiffé. Même l'horreur qui est représentée, c'est que jamais t'arrives... Je trouve que le génie de Cronenberg, c'est de jamais présenter quelque chose qui est une mouche ou quelque chose qui est un humain, mais d'arriver vraiment à quelque chose qui est incatégorisable, mais que tu peux reconnaître des bouts. Ouais. Puis en plus, le personnage principal, tu sais, il y a le mal des transports, puis tu sais, on voit à plusieurs moments que le personnage, c'est un nerd gentil, un peu incompris, qui est aussi hyper sensible par rapport à son propre corps. Fait que toute l'espèce de douleur, le processus de transformation par lequel il passe, c'est vraiment perturbant, mais on a de la compassion pour le personnage principal, on s'attache à lui, même si ses plans sont pas super sain, on va se le dire. On n'a pas le goût qu'il souffre. C'est vraiment fou à quel point ça vient chercher l'empathie du téléspectateur, pour vrai.
C'est bizarre parce que autant il commence comme un petit nerd à lunettes, autant genre il y a une passe avant qu'il commence à muter vraiment. Là, je suis vraiment en train de rentrer dans les spoilers, par exemple. Non, mais il traverse une phase avant de subir sa transformation, on peut dire ça comme ça, puis les comportements deviennent vraiment étranges, vraiment... Mais beaucoup plus masculin, beaucoup plus, tu sais, macho. Il devient comme physique. Oui, des comportements, des changements dans son attitude. Ouais, dans les hormones de mouche. Bref. Mais je trouvais ça étrange. Ben, étrange. En même temps, dans le ton par rapport à ce que tu disais, c'est quelque chose de très lié avec une sexualité débridée, une espèce de primal, d'instinct primal qui embarque. Puis avec les maladies transmises sexuellement dans les années 80, c'était très, très Cronenbergien, ça. Oui, absolument, mais aussi tout ce qui a trait à la maladie, tout ce qui a trait aux dépendances, aussi aux comportements problématiques qui peuvent être liés avec la dépendance, mais aussi la dépendance affective, la dépendance au sexe. Il y a tellement de parallèles qu'on peut faire, c'est interminable. Donc, puis comme sa copine qui est un peu aux prises avec tout ça, là, c'est ça. Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à l'épisode. C'était super plaisant de faire ça à plusieurs. C'est rare que j'ai des invités, mais c'est quelque chose que je veux faire un peu plus souvent. Puis, merci à toi. J'ai cru bon que c'était un thème qui allait vous susciter l'intérêt. Ben, c'est sûr que notre passion pour les monstres, on n'arrête pas on n'arrête pas de la renouveler à chaque mois, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. C'est quelque chose qui nous habite depuis longtemps. Oui. Justement, voulez-vous peut-être dire aux auditeurs, parler un petit peu de votre podcast, puis où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, alors les monstres dans le placard, on est disponible gratuitement sur Spotify, YouTube et Balado Québec. Un jour sur Apple Podcast, on travaille là-dessus. Quand ils vont coopérer. Et on fait 2 épisodes par mois, donc un à toutes les pleines lunes où c'est moi et Simon qui déconstruisons un monstre ensemble. Puis on se parle pas avant les épisodes, donc on arrive avec des choses à apporter chacun. Puis on met ça ensemble et ça donne toutes sortes de choses. Puis aussi, à chaque nouvelle lune, on reçoit un invité. Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, on arrive à notre 100e épisode. On a couvert, je dirais, les monstres les plus connus. Puis, on a reçu certains invités de marque qui œuvrent dans le domaine des monstres au Québec. Mais là, je pense que si on continue comme ça, on va arriver dans des monstres beaucoup plus obscurs, beaucoup plus basés sur de la culture d'à travers le monde. Et c'est étonnant, des fois, de découvrir ce qui est un monstre pour une culture. Parce qu'un monstre, c'est pas juste quelque chose qui fait peur, c'est également un avertissement. C'est quoi ne pas faire. Oui, exact. C'est vraiment un symbole de normes, de société, de morale, de comportement à faire, pas faire, tout ça. Là. Fait que super intéressant. Dans toutes les histoires, il y a une espèce d'événement déclencheur. Une morale aussi. Oui, dans les films... Pour les enfants. Dans les films d'horreur, l'élément déclencheur a un nom spécifique au film d'horreur. Ça s'appelle la transgression. C'est le moment où les personnages vont faire une erreur ou quelque chose, vont franchir un interdit. Et c'est généralement là que les films d'horreur commencent. Puis c'est aussi souvent une morale pour les enfants, comme par exemple la petite fille du cercle, tous les personnages de Puits, on l'a vu beaucoup parce que c'est devenu répétitif dans notre quotidien de monstres qui sert à faire en sorte que les enfants vont pas jouer autour des puits pour éviter qu'ils tombent dedans. Donc de dire que des monstres à l'intérieur, ça aide à l'éducation et à éviter des accidents. Merci d'avoir écouté Passion Frisson, votre podcast de recommandations horrifiques. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @XARAPOD. Pour suivre mes collaborateurs du jour, c'est sur Facebook, Les Monstres dans le placard. Si vous aimez le podcast et souhaitez vous aussi contribuer à son développement, vous pouvez vous rendre sur la page Patreon de Passion Frisson et vous rendre dans la boutique pour vous procurer une fameuse boule noire avec une étoile. Comme dans les clubs vidéo de notre enfance, la boule noire égale un film gratuit. Pour 5 $, vous pouvez m'offrir un visionnement de film ou une partie d'abonnement sur une plateforme. Merci à Étreinte à la mer, a.k.a. Monsieur Étienne Forêt, pour avoir soutenu le podcast ce mois-ci.
À tout bientôt!